Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. C'est un énorme pas dans la lutte contre la corruption. À l'occasion de la journée africaine anticorruption, la Côte d'Ivoire vient de lancer une plateforme dénommée Spacia. Elle permettra aux citoyens de dénoncer des actes de corruption. La lutte contre l'orpaillage illégal se poursuit en Côte d'Ivoire. Une opération du groupement spécial de lutte contre ce fléau a démantelé un important site dans la Maraoué. Et puis le projet de loi sur la légalisation de la polygamie continue d'alimenter les débats. Ce lundi, des associations de droits de femmes ont pris position. Elles condamnent et qualifient cette proposition de rétrograde. Si vous avez été victime de corruption, vous pouvez désormais le dénoncer directement sur la plateforme Spacia. Elle a été lancée à la primature ce lundi à l'occasion de la journée africaine de lutte contre la corruption. Une grande avancée dans ce combat qui fait perdre à la Côte d'Ivoire plus d'1 millier de milliards chaque année. Le reportage de Pierre Dipomélin et Fulgence Kissiedo. Présentation de la plateforme du système de surveillance, de prévention et de traitement des actes de corruption et d'infractions assimilées, dénommé en abrégé Spacia, à l'auditorium de la primature. Un outil d'alerte des cas de corruption en Côte d'Ivoire, initié par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Le Premier ministre a salué l'avènement de cette plateforme qui aidera sans nul doute à améliorer la gouvernance. Il a aussi appelé les Ivoiriens à cultiver les valeurs civiques et morales. Nous devons ainsi, et bien plus encore que par le passé, être absolument irréprochables dans la mobilisation de nos ressources internes, irréprochables dans la juste et bonne allocation des ressources disponibles, celles dont nous disposons, celles qui nous sont confiées en confiance par nos partenaires et bailleurs, irréprochables enfin dans l'utilisation efficace, transparente, vertueuse de ces mêmes ressources précieuses. C'est le combat acharné pour une nouvelle administration et un nouveau comportement public qui nous permettra d'atteindre les objectifs puissants de développement humain fixés par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans sa vision 2030. Chaque 11 juillet, les pays signataires de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption commémorent la Journée africaine de lutte contre la corruption. L'occasion pour le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption de rappeler l'indice de transparence du pays qui n'est pas si reluisant malgré quelques progrès. Malgré tous ces efforts entrepris par notre pays, beaucoup reste à faire en matière de transparence, d'intégrité et de lutte contre la corruption. En effet, au titre de l'indice de transparence international, la Côte d'Ivoire a obtenu un score de 36 sur 100 et est classée 105e sur 180 pays en matière de perception de la corruption. Il apparaît donc nécessaire de renforcer les instruments et mécanismes de promotion de la transparence, de la responsabilité et de la redevabilité afin qu'ils soutiennent plus efficacement le développement de notre pays. Le thème national, qui est la gestion des fonds Covid et leçons apprises en matière de transparence et d'intégrité, a fait l'objet d'un panel de haut niveau. Le phénomène de la corruption gangrène toute l'Afrique, où plus de 50 milliards de dollars sont perdus chaque année en raison des flux financiers illicites. La Côte d'Ivoire qui poursuit sa lutte contre l'orpaillage illégal qui engendre aussi des flux financiers illicites. Le groupement spécial de lutte contre ce fléau a démantelé un important site dans la Maraoué. Au total, ce sont 96 dragues, 5 moteurs et une unité de montage de drague qui ont été détruits dans la région. Les précisions de Thiemé Danger. Vous engagez tout le personnel, tout le détachement qui est venu là. Vous employez tout le détachement pour la sécurisation de ce site-là jusqu'à demain. 10 mois après le démantèlement de sites clandestins, dont le plus grand de la région, avec plus de 80 engins saisis, le GS-LOI, groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, investit à nouveau la Maraoué. À l'aurore, le détachement quitte la base opérationnelle pour le théâtre. Sur la voie A6, l'arrêt est marqué à 31 km du chef-lieu de région, Boisflé. À proximité du pont qui enjambe le cours d'eau désormais ocre, le fleuve Bandama. Au pied du pont, l'unité prépare son déploiement. Peu après, c'est l'offensive sur le fleuve. Les premières installations clandestines sur le flanc menant à Bozi sont vite démantelées.
elles sont immédiatement mises hors d'usage. Même résultat sur le flanc nord côté Okabo. Là encore, des cachettes sont débusquées. Le sort est le même. Drague, usine de montage ou encore moteur ont tous été détruits. À terme, les nuages de fumée enveloppent le fleuve, impactés par l'activité illicite de l'orpaillage. Les abris de fortune des occupants des lieux, dont les digues sur le lit des eaux du Bandama et de la rivière Téné, qui modifient le débit d'eau et de l'écosystème, ont également été détruits. Faut-il légaliser la polygamie en Côte d'Ivoire? C'est la question qui alimente les débats dans le pays depuis le projet de loi portant sur la polygamie optionnelle. Ce lundi, des associations de droits de femmes sont montées au créneau. Elles dénoncent cette proposition qu'elles qualifient de rétrograde et d'entorse à la Constitution. Nadja Eja, Kimo Eric. La Côte d'Ivoire est-elle prête à accepter la multiplication de partenaires aussi bien pour l'homme que pour la femme, dans un principe d'égalité homme-femme? L'une des questions soulevées par ces organisations de défense des droits de la femme lors du point de presse animé relativement à la proposition de loi portant sur la législation de la polygamie optionnelle de l'homme, faite par Onsangare Yakuba, député de la circonscription de Koumassi. Rappelant les inconvénients d'une relation avec multiples partenaires, ces femmes se sont indignées de la perception du mariage au sein de la société ivoirienne. Il y a des hommes qui ont plusieurs maîtresses. Dites les choses avec leurs mots. La polygamie n'est pas la préoccupation majeure de l'ensemble des Ivoiriens. Il s'agit de personnes qui se sentent contrariées par la fidélité dans le ménage. C'est des choses tellement simples. Le mariage, c'est le mariage qui est une option. Vous choisissez de vous marier ou pas. Mais quand on n'est pas capable de se marier, on n'y va pas. Ce n'est pas parce que notre société très fortement patriarcale pousse les jeunes filles à courir après un mariage, quel qu'il soit, pour que nous considérions qu'il faille mettre de côté les valeurs qui fondent un ménage. Faites des enquêtes et vous verrez si les gens qui sont nés dans des ménages polygamiques en ont gardé de bons souvenirs ou des séquelles. Pour elle, il s'agit d'une régression des acquis en termes d'égalité du genre et de droits de la femme, encore insuffisants. Je vous invite à continuer le combat pour que l'on sache que la lutte, elle continue. Il n'y a rien de plus précaire que les droits des femmes. Nous en voulons plus. À preuve, notre Parlement et notre gouvernement sont très loin d'être paritaires. Et pourtant, notre Constitution l'autorise. Avant d'achever ce point de presse, ces organisations ont tenu à interpeller l'État sur le respect des engagements pris auprès des organismes internationaux quant à la protection des droits de la femme et de l'égalité du genre. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial d'anacarde, a fait de la transformation locale de ce produit un objectif majeur. Depuis, plusieurs acteurs s'engagent dans ce secteur prometteur. Mais face aux grandes usines, quels sont les défis auxquels sont confrontés ceux qui démarrent avec de petites unités? C'est la question à laquelle Mardoché Kwasi et Mathurin Badé ont tenté de répondre. Reportage. Dame Tabi, présidente du conseil d'administration d'une coopérative détentrice d'une unité de transformation de la noix de cajou à Goïtafla, dans la région de la Maraoué, est en visite à la boutique paysanne du plateau où sont vendus ses produits finis. Bonsoir. Bonsoir maman. Bonsoir tout le monde. Bienvenue chez toi. Merci bien. Ça va ici? Très bien. Et merci à vous de répondre de façon automatique à la commande. Merci bien. Donc je vais regarder un peu. Ces produits made in Côte d'Ivoire sont très prisés par les clients qui visitent cette boutique. Les noix de cajou se comportent très bien. Ça répond textuellement aux besoins de la population. La noix de cajou et ses dérivés sont très demandés, de plus en plus demandés. Et la boutique paysanne, son leitmotiv, c'est de plus faire connaître les produits made in Côte d'Ivoire sur toute l'étendue du territoire et même à l'extérieur. Cette coopérative de production et de commercialisation des produits agricoles s'est engagée dans la transformation de la noix de cajou, non seulement pour lui donner plus de valeur, mais aussi pour vulgariser sa consommation en la rendant économiquement accessible à tous. On a essayé de voir comment est-ce qu'on peut valoriser ce produit pour que cela puisse profiter à tout le monde. Et donc, comme c'était un produit qu'on ne connaissait pas, on a donc commencé la transformation et on s'est formé un peu. Et aujourd'hui, voilà tout ce que nous faisons. L'objectif que nous visons pendant ces 5 ans-là,
c'est de vulgariser la consommation. Mais cette transformation n'est pas sans difficulté, d'autant plus que cette unité de transformation, qui ne possède pas tous les moyens de la chaîne de transformation, est obligée d'en sous-traiter une partie. Après la couleur des produits, il y a le côté transformation, c'est-à-dire on fait le décortiquage. Et nous faisons le semi-fini, c'est-à-dire après le décortiquage, il y a la mise sous vide. Et cette partie-là, nous la faisons avec la structure, le site à Yamoussoukro. Après cette étape-là, les amandes blanches reviennent chez nous et on fait les produits dérivés. Le process est un peu pénible, c'est très coûteux. C'est un produit qui n'a pas ses équipements sur place ici. Même les emballages que vous voyez là, ça vient d'ailleurs. Ça fait que jusqu'à la transformation, produit fini, le produit est cher. Nous essayons de contacter des usines pour aller finir notre transformation. On va faire de la sous-traitance. Et ça nous revient très cher. Malgré cela, la Coprodigo et sa présidente du conseil d'administration ont de grandes ambitions. Nous ambitionnons d'avoir une grande usine d'Aguitafla qui peut absorber pratiquement toute notre production. Et ça pourra créer beaucoup d'emplois. Et ça sera le développement local. La Côte d'Ivoire vise officiellement un taux de transformation de 50% de sa production brute de noix de cajou à l'horizon 2025, contre 14% aujourd'hui. Si de grandes usines de transformation, notamment celle inaugurée récemment à Toumoudi par le Premier ministre, continuent de s'installer en Côte d'Ivoire, l'encadrement et l'accompagnement des petites unités pour en faire à terme de véritables usines de transformation demeurent un défi pour le pays. Que s'est-il passé samedi soir sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny après l'atterrissage d'urgence d'un avion de la compagnie Air Côte d'Ivoire ayant entraîné momentanément la fermeture de l'aéroport? Le ministre des Transports, Amadou Koné, était face à la presse afin d'informer les populations sur les circonstances de l'incident. Mardoché Kwasi. L'appareil, en provenance de Korogo et Boaké, a effectué un atterrissage d'urgence en raison d'un dysfonctionnement de son train d'atterrissage avant. Un incident qui n'a fait fort heureusement aucun dommage corporel au sein des passagers et du personnel navigant à bord, ceci grâce au professionnalisme et à la vigilance du personnel navigant, salué par le ministre des Transports lors de sa rencontre avec les responsables des structures intervenant sur la plateforme aéroportuaire. Au nom du chef de l'État, au nom de monsieur le Premier ministre, féliciter le personnel navigant, le commandant de bord, le pilote, et l'ensemble de tous ceux qui ont œuvré pour que cet incident ne soit pas plus grave que cela. Je voudrais me réjouir de ce que, grâce à leur professionnalisme, ils ont réussi non seulement à sauver des vies humaines, deuxièmement, l'avion a été sauvé. Cet incident a certes entraîné une fermeture partielle de la piste d'atterrissage, le temps de dégager l'avion de la piste, mais ne remet aucunement en cause la certification de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, a indiqué le ministre des Transports, qui a fait quelques recommandations. Notre aéroport, grâce au travail important qui a été fait par l'ANAC, bénéficie d'un certain nombre de certifications. La compagnie aérienne elle-même bénéficie donc de la certification IOSA. Toutes ces certifications ne sont pas menacées. Nous allons continuer, au contraire, donc à en avoir d'autres. Sur l'aéroport d'Abidjan fait partie d'un des aéroports les plus sûrs. La dernière inspection qui a eu lieu ici de l'OACI nous a donné une notation de 82%, donc au total. Et en ce qui concerne la sûreté, on a plus de 90%. Donc c'est un aéroport qui est sûr. Ce qu'il faudra faire, nous allons continuer d'y travailler, c'est premièrement d'avoir très rapidement donc un aéroport de dégagement. Je prendrai les instructions du chef de l'État et du Premier ministre pour voir ce qui va être fait. Deuxièmement, de pouvoir dégager très rapidement aussi donc la piste lorsqu'il y a des incidents. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes de ce dysfonctionnement, ayant entraîné cet incident, selon un communiqué de la compagnie Air Côte d'Ivoire.
Les forces de sécurité, de défense et de sécurité et les corps paramilitaires s'engagent aux côtés du Centre national de transfusion sanguine pour atteindre l'autosuffisance en sang dans les hôpitaux. Ce lundi, une opération de don de sang a été lancée dans toutes les unités sécuritaires de la Côte d'Ivoire. Donnant le top départ, le chef d'état-major a lui-même montré l'exemple. Timé Danger, Arouna Zébar. Remise de la caserne des sapeurs-pompiers d'Abidjan indéniés. Sur ce théâtre de l'opération don de sang, plusieurs hommes des forces de défense et de sécurité et leurs frères d'armes, des corps paramilitaires du pays. Tous réunis pour voler au secours du Centre national de transfusion sanguine, confronté à un déficit de poches de sang. À son secours, le chef d'état-major général des armées. Accueilli avec les honneurs de ces hommes, le général de corps d'armée sensibilise par l'exemple, se prêtant lui-même à l'exercice de portée humanitaire. À terme, il sonne la mobilisation générale. Au-delà du rappel de l'esprit de défense qui doit nous caractériser, au-delà de l'exaltation des vertus qui doivent être les nôtres et nous distinguer de la multitude, nous en profitons pour nous ouvrir aux populations civiles pour lesquelles nous existons et poser des actes de solidarité à leur endroit. Il y a plusieurs sites, que ce soit à Abidjan comme à l'intérieur du pays, qui sont ouverts aujourd'hui pour que tous les membres des forces de défense et de sécurité, dans leur ensemble, puissent faire ce don. À ses côtés, les forces paramilitaires dont les personnels pénitentiaires, engagés à jouer pleinement leur partition. Il y a des hommes qui perdent leur vie par manque de sang. Donc donner son sang est un acte citoyen, est un devoir citoyen. Et c'est même un plaisir pour ceux qui le font de savoir qu'en donnant leur sang, ils ont pu sauver une vie. L'administration pénitentiaire prendra toute sa part dans cette opération-là et elle donnera le meilleur d'elle-même dans cette opération. L'opération réjouit la direction du CNTS qui salue un grand pas vers l'autosuffisance en produits sanguins. Aujourd'hui, nous avons besoin de 250 000 unités de sang au moins. Nous sommes à 160 000 produits sanguins par an. Il y a un gap encore d'à peu près 90 000 poches. Et ce sont ces actions-là, ces actions d'envergure-là qui vont nous permettre d'atteindre l'autosuffisance. Nous sommes autour de 29 millions d'habitants. Donc si chacun donne, si 1% de la population ivoirienne donne son sang, nous serons autosuffisants. Notons qu'au moins 5 000 poches saines de sang recueillies au terme de l'opération vont être réceptionnées par le ministre de la Santé le 27 juillet prochain, date de la fête des armées. Depuis le début des vacances scolaires dans les gares routières, on observe de nombreux départs, mais aussi des arrivées à Abidjan. Une période de forte mobilité pour les voyageurs et de bonnes affaires pour les transporteurs qui mettent tout en œuvre, vous le verrez, pour satisfaire la clientèle. Brice Niawa, Tanguy Kona. Ce matin, Diane Djiko et sa fille se rendent dans cette gare routière pour un voyage à Divo. Un tour à la caisse et c'est l'embarquement pour les vacances scolaires. Chaque vacances, on décide de rentrer au village, passer des moments avec la famille, rester, poser, aller visiter les champs, puis la rentrée, on rentre sur Abidjan. Ça permet à l'enfant d'apprendre beaucoup de choses sur le village. Par exemple, les cultures, il y a beaucoup de choses, les enfants ignorent tout ça. Plusieurs élèves et étudiants quittent Abidjan. L'excitation par-dessus tout, c'est de prendre part aux activités socio-culturelles dans les contrées de l'intérieur du pays. Des concours de danse, des concours de ballet, il y aura plein d'activités, il y aura plein de retrouvailles, je vais voir mes amis, ma famille, c'est ça aussi, je ne peux pas rater. Les départs s'enchaînent et les arrivées aussi. Des retrouvailles chaleureuses après 9 mois de séparation. Les enfants sont bien arrivés, ma belle vient d'arriver aussi. Ça fait 1 an, je n'ai pas vu mes enfants, je suis contente de les voir aujourd'hui. Voilà, Bassam ce samedi. Après, c'est les balades. Estelle Nguessan est admise à l'examen de BEPC. Elle veut vite regagner les siens. Une fête est organisée en son honneur. Je viens de Divo, je suis venue passer mes vacances. Et mon BEPC, je suis venue pour que moi et mes parents en fait ensemble, pour que tout le monde soit heureux. Dans cette autre gare, on se hâte à passer ces 3 mois de vacances scolaires avec les parents en milieu rural. On part à Djibewa avec nos mamans. On va là pour passer des vacances en son champ. C'est voilà, arroser les cacao. C'est chic, ça nous distrait. Les gens viennent nous solliciter à chaque vacances et puis nous partons quitte Abidjan pour aller jouer. Les matchs de football comme ça,
Tu vois, les villages sont un peu en joie, les villageois sont en joie. Chaque vacances, c'est comme ça. Une période de grand trafic pour les autocars, les transporteurs y sont bien préparés. Comme chaque année, en ces périodes, nous accueillons toujours des bus et nous sommes en train de préparer d'autres dispositifs en matière de sécurité, en matière d'efficacité pour que nos passagers soient encore plus à l'aise cette année 2022, que les vacanciers en profitent au mieux. Alors que des élèves choisissent de rejoindre leur famille, d'autres préfèrent participer aux colonies de vacances où ça donne à des cours de renforcement pour rattraper les lacunes. Ces vacances scolaires sont aussi l'occasion pour de nombreux élèves de renouer avec les terrains de jeu quand d'autres veulent être plus proches des parents et apprendre d'eux, comme nous le montre ce reportage de Nedjaïja et Kimo Eric. Ce matin, dans ce groupe scolaire à Marcouri, plusieurs dizaines d'enfants issus de ce centre de formation tapent dans le ballon rond. Parmi eux, des élèves. Comme chaque année, les vacances scolaires sont pour ces derniers le moment propice pour s'adonner à leur passion. Les parents trouvent ça comme un moyen de les occuper pendant les vacances. Voilà. Donc ils viennent les inscrire. Il y a plein en tout cas. L'enfant est là jusqu'à ce que peut-être quand l'année scolaire débute, on ne les voit plus. Pratiquement on ne les voit plus, ils stoppent. Et puis après, encore ils reviennent. Quand il y a des petits congés, ils reviennent. C'est ainsi de suite. Pendant même quand les cours de vacances vont démarrer, on a la moitié par exemple de l'effectif qu'on ne va plus voir. En plus d'être un moyen d'épanouissement, Nathanaël trouve en la pratique du football l'occasion de garder une bonne condition physique en attendant une nouvelle étape, des vacances scolaires. Les matins, je viens à l'entraînement et les soirs, je joue ballon au quartier. Chaque matin, c'est comme ça. Le sport, c'est bon, donc quand je fais, ça me permet de savoir jouer aussi. J'ai prévu des cours de vacances. Quand ça va commencer, je vais les faire et je vais arrêter ça un peu. Pour cet autre groupe de jeunes garçons dans cette cité, vacances scolaires rime avec pratique de sport, mais aussi repos et sortie. Je passe mon temps à faire basket et puis je dors un peu. Le soir, peut-être on passe au restaurant, on s'est amusé. Ange-Marie Touré, élève au CM2, a une occupation toute différente. En attendant le début des cours de vacances, elle assiste sa mère, commerçante d'Atiéké Poisson. Je suis venue aider ma maman à travailler. Je suis contente d'aider ma maman. Une fierté pour sa mère, qui en profite pour transmettre certaines valeurs à sa fille. Et comme c'est les vacances, les cours de vacances n'ont pas encore commencé, donc on a décidé comme ça de venir m'aider avant de ne pas rester à la maison comme ça. Moi je vends, on va au marché ensemble, elle sait comment il fait mes piments. Pour moi, elle sait tout. Elle sait tout faire. Elle va faire les cours de vacances. Après les cours de vacances, elle va aller chez sa tante. Cours de vacances, voyage chez des parents ou en colonie, sortie en famille, pratique du sport ou aide ménagère, les activités des élèves sont diverses. Certains vont même jusqu'à se trouver des emplois rémunérés, tandis que d'autres, passionnés de musique, en profitent pour aiguiser leurs cordes vocales. La résine que ça, la maille que ça, t'es mon ennemi, t'es pas mon ami, je suis dans la cuisine, t'es pas une sorte de mano. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.